Et bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. Premier jour aux Imaginales, on est vendredi matin, 10h30 à peu près. Et puis du coup, premières interviews et la toute première de la journée et puis du festival, donc 2024 je précise, avec Lionel Davoust qui nous fait la gentillesse d'accepter ce petit moment alors qu'il est en pleine dédicace et qu'il y a des conférences qui vont arriver. Donc, avec grand plaisir. Bonjour et merci de m'avoir. Écoute, alors moi je te connais, sûrement certains des personnes qui nous regardent te connaissent aussi, mais juste une rapide présentation de qui tu es, et puis comment tu as eu ce point de bascule sur l'imaginaire, et je sais aussi rôlistique. Oui. Alors moi je suis auteur de fantasy, d'imaginaire, surtout de fantasy, mais un petit peu matinée de Planète Opéra avec notamment la saga Les Dieux Sauvages. Ne serait-ce que pour mon propre intérêt, ma propre pratique, je m'intéresse beaucoup aux questions de productivité, de créativité. Donc je produis aussi le podcast Procrastination avec Estelle Faye et Mélanie Fazi. Excellent podcast. Merci beaucoup. Sur les techniques de l'écriture, et j'ai un bouquin d'écriture qui s'appelle Comment écrire de la fiction, sorti donc Les Dieux Sauvages, c'est chez Critique et Folio SF, et Comment écrire de la fiction, sorti chez Argile. Et l'imaginaire pour moi a toujours été en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le transmédia, mais à mon époque ça ne s'appelait pas comme ça. Le multimédia, voilà, les autoroutes de l'information, tout ça. Et donc moi j'ai toujours baigné dans la culture geek de manière générale, mais avec les bouquins, le jeu de rôle. Je fais partie des vieux de la vieille qui ont commencé avec l'œil noir. 84, 85. Alors un peu plus tard, mais j'ai découvert. Moi, ça reste toujours un truc qui me bluffe. J'ai découvert mon kit d'initiation de l'œil noir dans mon Auchan local, quoi. Oui. Il s'était vendu là, voilà. C'est. Ou Mammouth, je ne sais plus. Ouais, ou ça existe plus, ça. Non. Et du coup, pour moi, l'imaginaire a toujours été la notion de monde imaginaire de façon générale. J'ai fait comme tout le monde, j'ai créé mon système de jeu de rôle quand j'étais ado, et j'ai beaucoup joué, mais aussi évidemment beaucoup lu, beaucoup joué aussi jeux vidéo dans la croissance de ce truc-là. Oui. Et puis évidemment film, cinéma, série. Donc pour moi ça a toujours été le grand amassement de toutes ces approches-là. Et du coup c'est vrai que moi je t'ai connu d'abord avant la partie écrivain, en tant que signature et auteur de jeux de rôle. Donc on fait un coucou à Christian Grussy. Salut Christian. Voilà, salut Christian, alias Rafio Fringant. Voilà. Et pour la série Archéos, donc, dont on va reparler assez rapidement sur la chaîne de toute façon. Oui, donc avec Christian, Sydney et moi, je crois vers les années 2000, au début des années 2000, je ne sais plus exactement j'allais dire 2000. 2002. Ouais, c'est ça, j'avais en tête, j'avais 2004-2005, mais c'était plus tard. Donc on a fondé Extraordinary World Studio. Ouais. Et donc avec le jeu de rôle alors c'était pas le seul, on a eu Circus après, mais avec le jeu de rôle Archéos et Sovok, exactement. Jeu de rôle Archéos, donc qui était en gros pulp à la Indiana Jones avec l'aventure voilà, exactement. Et on avait eu, parce qu'avec Christian on avait bossé sur la revue de fantasy dont j'étais rédacteur en chef à l'époque, qui était Asphodel, et en fait on avait eu cette idée de faire un jeu de rôle en mode un peu justement fascicule à la pulp, avec mêlant le jeu de rôle vraiment clé en main. C'était l'époque où le jeu de rôle était un petit peu en quête de réinvention, oui, tout à fait. Où il y avait je dirais pas qu'il y a une traversée du désert, mais en fait les gens avaient moins de temps, les rôlistes étaient devenus adultes, avaient des familles, il y avait des boulots, etc. Il n'y avait plus tellement le temps de s'enfiler des énormes manuels de règles. Ils se vendaient moins, il y avait moins de gens aussi. Il y avait une mutation un peu du public, et donc nous on avait eu l'idée de vraiment les sortir en mode à la fois un peu fascicule à l'Apple à l'ancienne, et en même temps sous le modèle de la revue à suivre. Oui. Avec chaque numéro, il y avait la suite de la campagne, des règles additionnelles, et voilà, effectivement du contenu, des factions et ce genre de choses. Et ça avait bien plu. À l'époque, on était très contents. C'est rigolo parce que de loin en loin, on nous en parle encore. Et voilà. Et donc c'était une super aventure. Et puis moi après je suis parti dans l'écriture, mais je reste rôliste de cœur et de sang, où je prépare une campagne quand j'aurai fini Les Dieux Sauvages, mais voilà, ça me manque, j'ai plus le temps avec l'écriture, j'ai plus vraiment le temps de jouer, de masteriser, mais je continue à nous disent un petit peu beaucoup d'autrices et d'auteurs qui sont rôlistes et qui écrivent.
Ouais. Il faut choisir l'un ou l'autre à un moment donné, quoi. J'aime à croire que je vais pouvoir. Voilà, là j'ai ma chère et tendre qui me tanne pour pouvoir jouer. Donc on va faire ça. L'écriture perso, du coup ou Ah oui, non, je vais. L'écriture perso, effectivement, me prend quand même beaucoup de mon énergie de création d'écriture, donc je vais simplement, je vais faire du D&D avec des modules du commerce, mais voilà, parce que ça me demande. Sinon, vu effectivement le temps que je mets à sortir le tome 5 des Dieux Sauvages, c'est pareil, on jouera dans 10 ans, donc. Georges Martin sort de ce corps, c'est ça ? Mon but est de pouvoir dire, j'ai commencé ma série après lui et je l'ai fini avant. Ça reste mon objectif. Donc ouais, c'est vrai que cette aventure Archéos, moi je sais qu'elle m'avait marqué parce que j'ai tous les volumes à la maison de toute façon. Et effectivement ce mélange, comme tu dis, le fascicule ou même l'écran, c'est la jaquette du premier volume. Ouais. C'était vraiment l'idée de pouvoir, t'achètes le truc et t'as tout pour jouer, t'as l'écran avec. Je me rappelle, on était allé visiter les imprimeurs pour trouver un imprimeur qui arrive à faire ça. Et en fait, on était tombé sur un imprimeur qui avait trouvé ça hyper fun comme concept et qui du coup était tombé amoureux de l'idée et ça avait pu se faire grâce à ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un des derniers podcasts Procrastination. Donc j'ai écouté, je me suis régalé. Donc comme on disait, avec Estelle Faye qui est rôliste aussi. Oui, absolument. Mélanie Fazi peut-être un petit peu aussi. Un peu moins, mais... Un peu moins, mais elle plus... alors c'est pas jeu de rôle sur place, mais sur table, pardon. Mais elle, gameuse, et on a très longtemps joué, Mélanie et moi, ensemble à World of Warcraft. Avec du RP complètement débile, évidemment. Donc oui, on avait fait un épisode sur il y a quelques semaines. Oui, effectivement, c'est le dernier jeu. Ouais, c'est le dernier sorti effectivement à l'époque où les Imaginales ont lieu. Je crois que c'est le 817, un truc comme ça. Oui. Du jeu de rôle à l'écriture et inversement. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose dont on va parler aussi régulièrement sur la chaîne, forcément. Donc c'est pour ça qu'on sera sûrement amené à discuter encore plus. Ouais. Et ça permet de basculer sur ta carrière d'écrivain et de conseils aussi en écriture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Où, voilà, il y a beaucoup de conseils, d'ateliers et autres. Donc surtout la partie écrivain, donc Les Dieux Sauvages. Moi, personnellement, c'est juste Port d'âme que j'ai lu pour l'instant. Voilà. Et si tu peux nous parler de cette saga, parce que Éric Marcelin nous en avait déjà parlé quand il est venu sur la chaîne. Voilà, si tu peux nous en parler un petit peu plus. Alors, Les Dieux Sauvages, c'est de la fantaisie post-apocalyptique, parce que c'est rigolo de mêler les trucs qui vont pas ensemble. Et même si je suis pas le premier à l'avoir fait, mais c'est quand même moins courant. Et donc, Dieu a détruit le monde parce que le monde d'autrefois offensait sa vue. Et a fondé une théocratie patriarcale à son image, dans un Moyen-Âge assez ravagé où la vie vaut pas très cher. Et on suit, tout va s'articuler, donc c'est du grand roman choral avec beaucoup de points de vue, grande tapisserie, grande fresque épique, mais tout va s'articuler autour de la figure de Mériane qui a décidé qu'elle n'avait rien à voir et qu'elle n'avait absolument aucune envie d'avoir affaire avec ce monde. Donc elle s'est retirée de la société, elle vit en paria, en trapeuse, à la périphérie de ce qu'on appelle les zones stables, c'est-à-dire les endroits où la magie n'est pas dangereuse, parce que la magie fait n'importe quoi depuis la fin du monde, un peu en mode super accident nucléaire. Ouais, c'est très erratique. Voilà, crée des mutations, des trucs biomécaniques vraiment dégueulasses. Et donc elle vit tranquille en se disant, bon, peut-être je vivrai pas vieille, mais au moins je vivrai libre. Sauf que très vite on voit dans la série que Dieu s'invite dans sa tête et lui dit « C'est ballot, c'est toi mon élu en cette époque, et si tu crois que je suis pas sympa, attends de voir mon frère qui arrive avec son invasion de démons qui eux ont complètement embrassé la mutation, la corruption, etc. » Et elle dit « D'accord, merci, mais non merci, parce que je vais pas vous représenter. » Sauf qu'elle se rend vite, parce que le problème c'est qu'elle a bon cœur et que elle supporte pas que les gens souffrent, elle en fait partie. C'est très très bien dire non. Okay. Mais là pour protéger les gens comme elle qui en gros sont les gens qui subissent, finit par dire ok d'accord, je vais accepter de vous représenter mais on va faire les choses à ma manière. Et donc c'est un peu aussi c'est à la fois mon hommage et ma progression de la conversation avec les tropes de la fantaisie épique classique, l'élu, le seigneur du mal, etc. Sauf que rien n'est ce qu'il semble être, et on va se rendre compte qu'il y a quand même énormément de choses qui sont un petit peu construites au fur et à mesure, un petit peu comme on peut. Il y a toute une conversation sur la manière dont les mythes se construisent
dont les mythes sont récupérés à partir des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont au moment où ils sont confrontés aux problèmes. Et il y a aussi une conversation avec parce que j'ai la figure de l'héroïne élue qui a Dieu dans la tête. Je suis français, je ne peux pas faire l'économie du parallèle avec Jeanne d'Arc. Mais c'est absolument assumé, même si ça passe dans un tout autre monde. Mais il y a une réflexion / réécriture, version assez critique des religions patriarcales, Le personnage a été récupéré. et de comment les mythes ont été construits autour. Sauf que là, on voit les choses de l'intérieur et dans un monde de fantasy avec, c'est pas les Anglais en face, c'est une armée de démons biomécaniques. J'ai des ascendances anglaises, donc je peux me permettre ce parallèle. Je plaisante, bien évidemment. Oui, non, mais c'est pareil, j'ai l'ascendance aussi anglaise, mais c'est des gens qu'on adore détester. Oui, je pense que je vis en l'inverse c'est Australie, pareil. donc maintenant, je veux dire, alors je plaisante évidemment, mais donc c'est un jeu sur justement la figure de l'ennemi avec un grand E, le démon, je veux dire le démon, quel que soit, le démon il a le visage qu'on lui donne aussi, quoi. C'est toujours assez facile de dire ça c'est le démon, quoi. Exactement. Ouais. Et justement dans cette écriture qui s'est faite petit à petit, parce que là c'est le 5e tome qui doit apparaître. Qui paraît l'année prochaine. Voilà. Voilà. Il est fini d'écrire, c'est tout bon? Alors non, alors c'est un monstre absolument invraisemblable qui va faire, si j'arrive à le maintenir à 1500 pages, on va avoir de la chance. C'est pour ça qu'il est très très long à sortir. C'est parce que simplement, en gros, le proverbe dit 9 femmes ne peuvent pas faire un enfant en un mois. Je veux dire, à un moment, quand il est 1500 pages, il faut qu'elles s'écrivent et puis il faut les reprendre, il faut les corriger. C'est extrêmement complexe à architecturer, etc. Donc là, j'ai corrigé l'équivalent de 900 pages dont j'en ai viré 150. Ah oui. Il me reste à peu près 700 à corriger. Et il me reste à peu près 400 à écrire pour arriver au finish. Je sens l'appel d'air de la fin, petit à petit. Le petit, dans le donjon, hein, avec le petit... Ah, je sens le petit souffle d'air qui m'indique que la sortie est par là-bas. J'en suis à ce stade-là. Voilà. Mais donc c'est boulot de très 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 longue haleine, simplement parce que sur un projet de cette complexité, en plus j'ai à peu près entre 6 et 8 points de vue différents par tome. Ça, pour être sûr de bien qu'ils soient tous bien raccords, quoi. Et voilà, et puis ça multiplie la complexité aussi, parce qu'ils ont, en fait, c'est pas j'écris l'histoire d'un personnage avec des satellites, j'écris l'histoire de 6 à 8 personnages avec les satellites, donc c'est un peu l'équivalent d'avoir, je dirais pas 6 à 8 romans différents, mais en termes de complexité et d'architecture, voilà. C'est ça, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très très long, et puis les 1500 pages, il faut les écrire, puis après il faut les corriger. Donc, et pour écrire les 1500 pages, il y en a à peu près 500 de plus qu'il faut écrire qu'on ne verra jamais, mais qu'il faut virer, des scènes de côté desquelles je suis passé à côté, qu'il faut que je réécrive, etc. Oui, donc le travail d'écrivain. Le travail, voilà. On écrit, on élague, on écrit, on élague. C'est ça. Mais multiplié par la complexité d'un truc comme ça, sachant qu'en plus ça arrive en fin d'une très très grosse série, et que donc il faut que je m'assure que toutes les pièces tombent à la bonne place, que j'ai pas. Ah oui, là c'est le 5e tome, c'est le dernier absolument. Et donc il faut m'assurer que j'ai bien renoué tous les fils d'intrigue au bon endroit, que j'ai rien oublié en route, etc. Et cet univers, du coup, je sais que tu étais revenu via Port-Dame. Ouais, tout à fait. Excellent. Il y a aussi d'autres écrits que tu comptes quand même revisiter. Absolument. Ah ouais, alors dans l'univers des Vanégir, donc où il y a au total la série Les Dieux Sauvages, Port-Dame, La Route de la Conquête et La Volonté du Dragon, qui sont en fait à chaque fois, l'idée c'est chaque ensemble narratif, donc bon, une saga, les volumes dépendent les uns des autres évidemment, mais tout ça c'est absolument indépendant. C'est vraiment conçu comme un univers étendu en fait. Donc on peut lire n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Par contre, si on lit plus de trucs, il y a une espèce de deuxième couche qui commence à émerger où visiblement on dit mais ce qu'on dit de l'empire d'Azretia dans Les Dieux Sauvages, si on va lire La Route de la Conquête, on se dit tiens c'est quand même, forcément il y a l'effet de l'antidéformant de l'histoire. Donc c'est la joie de la fantaisie, on peut revenir en arrière et voir, se dire mais en fait comment ça s'est vraiment passé par les gens qui l'ont vécu et qui avaient eux-mêmes leurs œillères. C'est comme ça que l'histoire avec un grand H fonctionne, ils avaient eux-mêmes leurs œillères, leur point de vue, leur tentative d'essayer de simplement, à chaque époque de l'histoire on essaie d'élucider le monde dans lequel on est, tout simplement. D'appréhender l'époque dans laquelle on est. Voilà, et donc la fantaisie permet de faire ce genre de choses et en plus comme c'est un peu un monde un peu sur le mode du Planète Opéra, d'avoir des histoires qui sont beaucoup plus intimistes comme Port-Dame ou des trucs très très épiques à la façon Les Dieux Sauvages. Et du coup pour les prochains projets, donc, parce que là ça y est, tu vas arriver à la fin donc, Les Dieux Sauvages, et donc ce travail de conseil en écriture, si tu peux nous parler un petit peu de tes prochains projets.
Alors, en fait, je me suis arrivé à ça sur le principe, c'était Stéphanie Nico, il y a très longtemps, qui m'avait donné un très bon principe, qui m'avait dit, dans les mondes de la littérature, de la culture de manière générale, tu vas tomber sur des gens qui sont plus expérimentés que toi et qui vont te donner un peu des tips, qui vont essayer de t'aider à te mettre un peu le pied à l'étrier. Et tu peux jamais renvoyer l'ascenseur à ces gens-là parce que forcément, ils sont toujours plus d'expérience que toi. Donc, et elle m'avait dit, et c'est toujours resté avec moi, elle m'avait dit, ton job, ça va être de le faire pour les gens qui viennent après toi. C'est comme ça que tu vas en gros payer ta dette karmique et si tu veux me remercier, tu fais le travail que je fais avec toi, tu le fais avec les gens qui viennent après. Et donc très vite, je me suis mis à bloguer sur l'écriture de façon générale. Mais ce qui sont des choses en fait où c'est ma propre quête, parce que par exemple, soutenir une saga de la complexité des dieux sauvages et d'un univers étendu nécessite un certain nombre, en tout cas je trouve, en tout cas pour moi, pas mal de méthodes et d'outils et de mise en place et ce genre de trucs. Donc je partage ça sur le blog depuis, mon Dieu, presque plus de 15 ans je pense, c'est-à-dire le Crétacé en temps internet. En temps internet, oui. Ouais, en temps normal, non, ça va. C'est il n'y a pas longtemps. Non, exactement, c'était hier, je suis absolument d'accord. Et donc voilà, partager ce genre de choses et en fait, petit à petit, parce que j'ai convaincu depuis toujours que l'écriture a une technique, et donc petit à petit, alors je continue à faire le blog, et puis il y a eu le podcast aussi, et puis ça a morphé aussi avec comment écrire de la fiction, rêver, construire, terminer ses histoires chez Argile, et atelier. Merci. Oui, excellent, parce que du coup, il y a eu le livre de Damon Knight, de Christophe Lambert, et maintenant le collectif, voilà. Et donc j'en ai d'autres prévus dans cette collection, après les dieux sauvages, mais qui vont arriver. Les dieux sauvages. Après, de toute façon, tout arrivera après les dieux sauvages. Ma vie est en pause tant que je n'ai pas fini ça. Et c'est même une blague à la maison, on se dit je ferais bien ça après les dieux sauvages, absolument. Et du café, non, après les dieux sauvages. Après les dieux sauvages. Alors ça, si, par contre, parce que ça c'est le carburant des dieux sauvages. Et donc voilà, j'en ai des projets qui sont très différents de rêver, construire, terminer ces histoires, qui sont vraiment une approche différente du truc. Et le podcast continue, et puis je trouve que je donne, maintenant quand je passe en France, parce que du coup, comme je disais, j'habite à l'étranger, il se trouve que je me trouve à donner ateliers, masterclass, conférences, voilà. Donc rapport à ça, procrastination continue, et merci. Continue. On mettra les liens dans la vidéo de toute façon. Et du coup, après ce bouquin-là, je vais faire une petite. Je vais me reposer un peu après les dieux sauvages en termes de fiction, même si j'ai déjà des envies de faire d'autres trucs. Mais voilà, je vais prendre le temps un peu de recharger les batteries créatives. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de faire des trucs, mais j'ai un petit peu d'autres projets autour de la narration, du livre et tout, mais une petite. Le temps de se recharger les batteries, de faire d'autres trucs, Puis de toute façon, c'est l'intérêt de ces métiers-là, c'est de pouvoir aller un peu tenter d'autres choses. Et puis je reviendrai de toute façon, évidemment, j'ai déjà des envies de toute façon, le cerveau créatif est juste terrible, parce qu'à partir du moment où on fait, je vais faire une petite pause, je vais me reposer, à ce moment-là, le cerveau il fait, on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça. Oui, j'ai carrément envie de faire ces trucs-là, en fait. Et du coup, tu reviens au jeu de rôle. Est-ce que tu as des envies d'écriture dans le milieu du jeu de rôle ? Alors, à la limite sur ton univers. Forcément, bien sûr, évidemment. Alors rien de très abouti, mais oui, ça fait partie de là dans les potentialités où je me dis qu'est-ce que je vais faire après, vers quelle direction j'ai envie d'aller. Évidemment, le jeu de rôle fait partie du truc. Ça fait très longtemps que j'ai une envie de livre dont vous êtes le héros aussi, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment le côté ok. Cool. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Alors honnêtement, j'ai pas à part les livres, les bouquins sur l'écriture qui vont être au nombre de 2, mais dans les années à venir, qui font partie des prochains projets. Après, je sais pas. Je me réserve le luxe de pouvoir me dire, je me pose, qu'est-ce que j'ai envie où est-ce que ça me presse le plus d'aller ? Ok. Écoute, de toute façon, comme ça, on aura l'occasion de te réinterroger régulièrement, du coup. Et puis de voir avec le podcast Procrastination, si on peut vous inviter carrément tous les trois. Avec grand plaisir. Ce sera encore mieux. Absolument. Ah ouais, écoute, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Oui. Je vais en parler à mes camarades. Oui, en plus, on avait déjà reçu Estelle, donc, qui était de passage à Étrange Grande aussi, comme toi. Et puis il me reste à te remercier pour le temps que tu nous as consacré. Mais merci à toi, merci de m'avoir eu ici, grand plaisir, et très heureux
J'aime beaucoup tout ce que vous j'aime beaucoup ce que vous faites, mais c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment vrai. Et donc ravi d'avoir pu être là, vraiment. Et ben, pareillement. Et puis on vous dit à très bientôt aux Imaginales. Ciao, ciao. Ciao. Et bonjour, c'est Indécent Podcast, toujours aux Imaginales. On est toujours le vendredi. Forcément, comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit peu plus de monde, mais c'est normal, c'est l'après-midi. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas tout seul. Donc notre invité, c'est Jérôme Vincent des nouvelles éditions ActuSF. Exactement, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoute, ça fait très plaisir de te revoir et puis de revoir le renouveau des éditions ActuSF. Donc si tu pouvais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça, quoi. De manière assez classique, on a eu un certain nombre de difficultés en 2023 liées au Covid, à notre ancien distributeur. On a dû déposer le bilan en septembre. À partir de ce moment-là, c'est ouvert une phase où des gens pouvaient faire une offre pour reprendre la marque, le stock et l'entreprise. Enfin, pas l'entreprise, elle était disparue, mais en tout cas la marque, les livres. C'est ce qui s'est présenté avec Pollen et le groupe Salomon Sansonnet. Ils ont racheté auprès du tribunal et avec mon accord, puisque du coup ils voulaient me mettre au cœur du projet, les stocks, la marque, le site, et puis ils ont fondé avec moi les nouvelles éditions ActuSF, tout simplement. Donc il y a eu évidemment une période de creux, une période où il a fallu rebâtir un projet éditorial à partir du fond, mais aussi à partir des nouveautés, de façon à redéployer les nouvelles éditions ActuSF dès 2024, dès les Imaginales. Donc ça a été un petit tour de force parce que faut bien imaginer qu'en 7 mois, avoir des nouveautés, il fallait... il y avait quand même pas mal de choses, notamment pour ce livre qui s'appelle « Pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy » qu'il fallait entièrement écrire. Et puis, à partir de là, c'est de nouveau le départ. Donc un nouveau stand aux Imaginales. En fait, l'activité n'a jamais trop cessé. Il a fallu préparer les livres, gérer le fond et le stock existant, et puis gérer le site actusf.com qui continue à avoir des news, des brefs, des interviews tous les jours, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le site, lui, par contre, il s'est vraiment quasi jamais arrêté, en fait. Il s'est jamais arrêté. En fait, je l'ai continué même pendant la période de liquidation, parce que assez rapidement, j'avais quand même bon espoir qu'il y ait une reprise. Donc en fait, il ne s'est jamais arrêté. Il va même plutôt bien, les stats sont en train d'augmenter. Donc non, l'idée c'est de pouvoir continuer les acquis et en tout cas les points forts. ActuSF.com est un point fort. Et puis sur l'édition, on a des lignes un petit peu de force. Donc l'idée c'est de les garder et puis de les redévelopper avec de nouveaux projets. Et du coup, donc pour l'exploitation de l'ancien fonds, il a fallu renégocier avec toutes les autrices et auteurs en direct à chaque fois. Ouais, voilà. Alors la plupart sont restés, 90% sont restés. Quelques-unes en ont profité pour récupérer leurs droits, ce qui était aussi normal. Voilà, donc il y a eu une phase de discussion, de négociation. Ça s'est passé relativement bien. Je veux dire, il n'y a pas trop de soucis. C'était plus long et c'est encore un peu long avec certains agents étrangers parce que le droit français, c'est un peu compliqué. Puis eux, ils font référence à des éditeurs étrangers, donc tout ça prend du temps. Mais globalement, on a récupéré une grande partie de nos titres et de nos fonds, quoi. Donc là-dessus, pas de soucis. Ça s'est fait assez vite, globalement. Donc voilà, quoi. Et sur la partie réimpression pour les remettre en librairie et tout, ça, c'est en cours toujours, ça? Ouais, c'est en cours. On a notamment... donc on récupère la collection Helios, qui est la collection de poche. On a décidé d'un nouveau design de graphique avec un artiste qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Victor Lejeune, qui a de la poésie dans ses images, qui a vraiment un truc particulier. On lui a demandé de nous faire toutes les couvertures d'Helios. Et à partir de là, en juillet, on a une opération avec 6 réimpressions de titres Helios et au fur et à mesure de reprendre un petit peu le catalogue avec les nouvelles couleurs de Victor Lejeune, quoi. Donc il y a Anastérie d'Isabelle Botian, il y a Einor City de Jean-Marc Lény, il y a plein de choses. On a un premier titre en avant-première sur les Imaginales, qui s'appelle La séquence Hartmann de Sol Pandolakis, qui vient de recevoir le prix Poche de l'Ouest Hurlant. Et donc là, il est tout nouveau, tout beau avec la nouvelle couve, quoi. Et c'est Helios, c'est toujours un partenariat entre plusieurs maisons d'édition ou ça a été maintenant ActuSF qui va le récupérer. De la même que Mnemos récupère plutôt Naos, le young adulte. On s'est un peu partagé le monde. Donc voilà, donc à nous de redéployer et de continuer cette collection Helios. Et puis on verra si on a des projets young adulte plus tard, quoi. Et du coup, comme tu dis, en 7 mois, donc, il a fallu réaliser le tour de force, d'avoir des nouveaux projets, d'arriver à les sortir pour les Imaginales. Donc ça, j'imagine que ça a dû être un bon coup de rush, quoi. Alors après, il y a 2 types de projets. Il y a même 3. Il y a les projets qui étaient déjà dans les tuyaux.
comme tout Terry Pratchett, Yannick Chazang et Stéphanie Chaptal. Oui. C'est un titre qu'on avait prévu avant, donc l'édito était fait, c'était relativement simple. Il y avait 2-3 points, mais c'était relativement simple. Après, sur un titre comme Pourquoi lire la science-fiction et de la fantasy, là c'était plus compliqué parce que l'idée, on l'a eu avec Ariel Kirou aux Utopiales 2023. Donc voilà. Et de l'idée, il a fallu structurer, écrire, faire les entretiens. Et puis comme Ariel est comme moi un garçon pas très raisonnable, on avait prévu qu'il fasse 300 pages, puis il en fait quasiment 700. On avait prévu faire quelques interviews, mais finalement il y en a 19. On avait prévu quelques libraires, finalement il y en a 15. Bref, on a joué de notre gourmandise naturelle et j'ai un bon comparse là-dessus, quoi. Donc on rappelle qu'on remettra les liens dans la description de la vidéo, mais on avait reçu Ariel Kirou pour discuter de Blade Runner. Ça avait duré un petit peu de temps aussi, quoi. C'est normal, il est bavard, Ariel, mais il est passionnant. Ah ouais. Voilà, c'est un puits de science, c'est quelqu'un qui vit science-fiction depuis plusieurs décennies maintenant. Ça veut dire qu'il était à même de pouvoir déployer un certain nombre d'arguments. C'est un livre où on fait le point, on développe 27 arguments sur pourquoi lire de la science-fiction et de la fantasy. Des arguments très simples sur l'aventure, l'exploration, et des arguments sur la transformation du monde ou ce que peut permettre la littérature de l'imaginaire. Donc du coup, Ariel, c'était le candidat idéal, parce qu'il avait déjà réfléchi avec ça. On avait déjà fait un livre qui s'appelle « Dans les imaginaires du futur » avec. Et évidemment, tu le lances sur n'importe quel sujet d'imaginaire, c'est comme mettre une pièce dans un jukebox, quoi. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas la durée du disque. Mais sinon, c'est toujours passionnant. Et donc ça, c'est bon, il y a tout sur Pratchett, donc Stéphanie et Yannick. Donc, pareil, ces deux affreux Jojo sont aussi passés sur la chaîne. D'ailleurs, on va les interviewer encore pendant les Imaginales. Est-ce que tu peux déjà parler un petit peu de ce qui va arriver, comment se programme le futur? Bon, en poche, première chose, il y a Meute de Karine Renberg qui arrive début juillet, plus l'opération poche avec ces 6 titres-là. Deuxièmement, au mois d'août, on a un formidable roman viking d'Aurélie Aderlé qui s'appelle Malmort, qu'on présentera au mois d'août, donc ça ira plutôt pas mal. En septembre, dans les grands formats, on aura Au boulot les robots, une anthologie dirigée par Jean-François Stitch et Stéphanie Nico sur comment les robots peuvent évoluer dans un cadre de science-fiction, avec notamment des cobots, des robots collaboratifs véritablement. Donc pas une question d'amis ou d'ennemis, d'aimer ou pas la technologie, c'est d'imaginer d'autres voies. On aura un essai sur Stephen King qui s'appelle Just Not Horror, pour montrer comment Stephen King est riche de thématiques au-delà de la peur que peuvent inspirer ses récits aux lecteurs et aux lectrices. Et puis en octobre, on aura Le Changelin de Victor Lavallée, plus les anthologies des Utopiales, et on terminera avec en novembre un gros truc, mais je ne peux pas trop encore en parler, on est en train de faire. Donc 2024, le planning est plein, et 2025, il commence à être déjà pas mal complet avec pas mal de projets, des gens qui étaient chez nous qui restent, des gens qui sont arrivés, soit des primo-romanciers, soit des romanciers et romancières assez connus qui en profitent pour nous proposer des projets, donc pas mal de belles choses, quoi. Ouais, donc ça fait une belle renaissance, comme on dit, quoi. Hein. Ouais, on a bien taffé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une communauté d'esprit entre les gens qui ont racheté la boîte et moi, je serais pas reparti sous n'importe quelle condition. On s'entend bien. On a une vaine vision de l'édition et de la littérature aujourd'hui en général dans un monde de concurrence des loisirs et puis de surproduction. Donc on est assez proche et ça discute pas mal. Donc intellectuellement, c'est plutôt très intéressant avec des boîtes solides là-dessus. Donc on a beaucoup taffé. Ils ont mis leur part largement et on a pas mal de pierres pour le futur et pas mal d'envie. Parce que ce qui nous pousse finalement, c'est quand même l'envie aux uns aux autres. Et si on faisait ça, c'est toujours les projets à venir. Là, il y a pas mal de choses à regarder. J'ai pas le temps de m'ennuyer, mais c'est plutôt agréable, quoi. Et tu t'occupes toujours des prises de son, etc., des tables rondes ici? Ouais, les Imaginales. Là, au moment où on parle, les enregistreurs tournent. Donc voilà, je commençais à monter déjà les conférences d'hier. Je crois qu'il y a 153 conférences. Mon ambition, c'est d'en mettre 153 en ligne à disposition. Mais ça, il faut imaginer que quand les Imaginales ont commencé ou les Utopiales, personne n'enregistrait. Donc moi j'ai commencé à enregistrer en 2008-2009. On a un peu plus de 3000 conférences, mais avant tout ça c'était perdu. Donc l'idée c'est d'avoir une mémoire pour écrire l'histoire du futur. C'est vrai que c'est passionnant de pouvoir les réécouter et tout, celles qu'on assiste, pour pas que ça se perde, quoi. Il y a des choses qui sont au-delà des auteurs et des autrices qui sont venus dans les différents salons, notamment les grands noms anglo-saxons du genre. C'est important avec leur témoignage. Il y a aussi plein d'auteurs et puis plein de thématiques.
L'idée, c'est que si aujourd'hui on veut travailler sur les zombies, eh ben, on va avoir 10 conférences d'auteurs et d'autrices différentes qui parlent de la manière dont eux ont traité le zombie. Donc l'idée, c'est d'avoir un catalogue d'archives. Bah écoute, de toute façon, on aura l'occasion de rediscuter donc, de tout sur Pratchett, et de pourquoi il faut lire de la fantasy et de la science-fiction. Je pense que si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez déjà pourquoi il faut en lire tellement on vous casse les pieds avec, sans compter le jeu de rôle, bien sûr. En tout cas, Jérôme, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, parce que tu es pas mal occupé sur le stand. Et puis on se dit à une prochaine, de toute façon. Et à très vite. Merci beaucoup. Salut, salut. Bonjour, bienvenue sur Indécent Podcast. On est toujours aux Imaginales, c'est toujours le vendredi 24 mai. Donc premier jour pour nous, mais ça a commencé depuis hier, depuis jeudi 23. Écoutez, une nouvelle petite interview réalisée aux Imaginales avec une personne dont avait très très envie de vous parler d'elle et puis je vais pouvoir discuter avec elle. Donc c'est Anouk Faure. Donc bonjour Anouk. Bonjour, merci de me recevoir. Écoute, c'est tout le plaisir est pour nous parce que nous on te connaît principalement au début pour le travail d'illustratrice, beaucoup d'illustrations type gravure, ouais. Et en plus tu écris. Oui. Donc voilà, si tu pouvais nous parler déjà ton parcours d'illustratrice et comment tu en es venue à te mettre à l'écriture. Oui, alors j'ai commencé en tant qu'artiste plasticienne, donc je faisais des gravures de mon travail personnel qui est donc beaucoup centré sur la nature, sur notamment l'Océanie où j'ai grandi. Et sur le rapport à l'insularité, aux racines à la fois au sens végétal et philosophique du terme. Et à partir de là, comme je suis lectrice d'imaginaire depuis très longtemps, que je fréquentais beaucoup les salons, j'ai aussi commencé à rencontrer des éditeurs avec lesquels j'ai commencé à travailler. Par exemple, Mathias Echnet de La Volte, pour qui j'ai fait ma première couverture d'imaginaire avec Trafalgar de Angelica Gorodischer. À partir de là, j'ai aussi fait une couverture pour Albin Michel Imaginaire, donc La Nuit du Faune de Romain Lucazzo. Et c'est un peu cette couverture-là qui a été le déclencheur de ma carrière d'illustratrice dans l'imaginaire, vu qu'à partir de là, j'ai commencé à travailler pour Folio SF, pour d'autres éditeurs, pour Calidor aussi, les éditions Calidor, à qui je fais plusieurs livres. Extraordinaire, Calidor. Ouais, j'aime beaucoup leur travail. Et voilà, et depuis toujours je dessine, et depuis toujours j'écris, et je lis énormément. Et donc c'est juste une pratique qui pour moi est aussi importante que le dessin, mais qui a mis beaucoup plus longtemps, on va dire, à aboutir aux yeux du monde, entre guillemets. Donc j'ai fait 2 premiers livres qui sont aussi inspirés de l'Océanie, de la nature et des mythes océaniens, qui sont donc Taharoa et Racines d'écume, qui sont sortis aux éditions Apéron. C'est des livres d'art où là pour le coup le dessin a encore une place très importante, il y a beaucoup moins de texte. Et donc ensuite mon premier roman, La Cité diaphane, est sorti aux éditions Argile en début d'année dernière. Voilà. Justement, donc on va parler un petit peu de la Cité diaphane. Donc nous on s'était croisés à Étrange Grande, donc on avait pu en discuter. Donc on vous reparlera de la Cité diaphane, on va quand même vous le pitcher un petit peu, mais c'était une grosse claque en termes de lecture, dans sa façon de réaborder les tropes classiques de la fantasy. Le chevalier, le magicien, etc. Donc tout ce qu'on peut, enfin les princes, la cité, etc. Donc est-ce que ça c'était une volonté justement de retravailler tous ces tropes et que tu puisses les retraiter d'une autre façon? Indirectement, on va dire, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais il y avait clairement une volonté de retravailler avec des archétypes qui sont même plus anciens que la fantaisie, qui sont des archétypes de contes. Et c'est vrai que je travaille sur le conte germanique, avec tout ce qu'il peut avoir à la fois de merveilleux et de sombre. Et ce principe où les personnages n'ont pas de nom, notamment, il va y avoir la chevaleresse, la jeune dame, le prince, le mendiant. Les personnages sont désignés par leur fonction. Et c'était quelque chose qui était une façon aussi de créer de la distance par rapport à des archétypes qui restent un peu mystérieux, qui ne sont pas tout à fait accessibles aux lecteurs. Voilà. Ouais. Alors, pareil, c'est impossible de vous parler vraiment longuement du roman parce que dès qu'on attaque un petit peu trop le cœur du récit, ça va spoiler trop, quoi. Je veux dire, donc, mais dites-vous que c'est simplement donc, une expédition pour retrouver la cité diaphane qui cacherait donc un secret. Voilà. Cette cité a été frappée par une malédiction et donc a été vidée de ses habitants qui sont tous morts. Et en fait, c'est la quête de l'archiviste pour retrouver finalement l'histoire de cette cité et les témoignages de gens qui ont assisté à sa chute. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu parce que c'est pas si vite que ça. Et les survivants ne sont pas tous si innocents et clairs dans leur tête que ça. Voilà.
Voilà, puis on ne vous dira pas sur l'archiviste, la chevalière, etc. Hein. Ce sera à vous de le lire, mais comme je vous dis, on vous en reparlera. Donc ça, c'était vraiment le roman vraiment chez donc, les éditions Argile. T'en as d'autres qui sont en préparation? Alors oui, j'en ai un deuxième qui sort du coup toujours chez Argile en 2025, janvier 2025, qui est pour le coup pas du tout dans le même registre. Je reviens finalement beaucoup plus au cœur de mon travail sur l'insularité. Voilà, c'est plus un roman d'aventure sur le déracinement, sur l'insularité, avec vraiment la confrontation aussi d'un navigateur qui est donc le personnage principal avec la nature dans tout ce qu'elle a de plus à la fois fascinant et en même temps dangereux, chaotique, sauvage et surtout en perpétuelle métamorphose aussi. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment là face à la nature dans tout ce qu'elle a de beaucoup plus puissant que l'humain en fait. Donc ça c'est par rapport à donc, là où tu as grandi, je trouve que c'est Nouvelle-Calédonie, hein, c'est ça, hein ouais. J'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et c'est vrai que tout ce qui est la nature, d'une part l'océan Pacifique et sa nature pas du tout pacifique et toute la végétation extrêmement entremêlée, les variétés de végétation en Calédonie, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément et qui revient toujours par un biais ou un autre dans mon travail. Et au niveau justement de ton travail d'illustration et puis autres, donc tu vas aussi prendre de nouvelles fonctions chez les éditions Argile. Donc si tu peux nous en parler aussi un petit peu. Oui, tout à fait. Alors avec les éditions Argile, avec lesquelles je me sens vraiment très très bien, c'est une super équipe avec en plus des valeurs qu'ils défendent dans l'édition qui sont très belles et avec beaucoup d'énergie, de dynamisme et d'enthousiasme. Et donc on crée une nouvelle collection qui sont la collection Récif, qui est la collection Récif. Et donc ça va être une collection de novellas, donc de textes courts entre la nouvelle et le roman. Ça va être des romans courts qui se livrent en 1 heure ou 2 à peu près. Oui, voilà, c'est ça. Et donc écrit par des autrices de tous horizons. Le premier titre, ça va être une autrice chinoise qui s'appelle Mu Ming. C'est un très beau texte de fantaisie chinoise qui vise vraiment ses racines dans les arts traditionnels chinois, le rapport au vide, au dessin, au travail de l'encre, du jade. Donc c'est vraiment un texte extrêmement évocateur et poétique qui parle aussi du rapport au temps et à l'espace. Et le deuxième texte, c'est une autrice qui est déjà connue chez Argile, qui est Margaret Killjoy, qui a écrit le très beau Un pays de fantômes, qui est un roman utopiste sur l'anarchisme. Et là, elle revient donc avec une première novella qui s'appelle L'agneau égorgera le lion, qui est un texte très punk, de fantaisie fantastique urbain, où une bande de punks se retrouve à affronter un démon, en gros. Je vais rester vague, mais et ça parle de la justice, de qu'est-ce qu'est la justice, et de ce qui se passe quand on se fait justice soi-même aussi, voilà. Et voilà, et donc moi je fais dans cette collection les couvertures, donc tout ce qui est ligne graphique et visuelle. Ouais. Et le choix des textes, par contre, c'est chez Argile. Oui, en fait, je participe aussi. En fait, on a un comité de lecture qui est composé à la fois des éditeurs d'Argile, d'autrices, de plein de personnes, et de Patrick Dechêne, qui est à l'origine de cette collection, qui apporte notamment de nombreux textes. Il y aura aussi Sophia Samatar, par exemple, qui l'a fait découvrir en France des autrices comme ça. Voilà. Sophia Samatar, donc c'était un paysage un étranger en Londres, ouais. Et là, c'est Hard Mary, qui est un texte de science-fiction, mais très étonnant. Voilà. Écoute, tout ça, ça donne très envie. Donc, comme je vous le disais, on vous reparlera de la Cité Diaphane, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un des incontournables de fantasy, en tout cas, qui va vraiment vous surprendre, surtout si vous aimez Dark Souls. Je pense que, ouais. C'est clairement une influence majeure, les jeux Dark Souls, en termes d'atmosphère, d'onirisme, et ce rapport aussi à l'apport d'informations. On ne sait jamais où est la vérité, où est le mensonge, et on a tout par bribes un peu confuses. Voilà, c'est... Il y a cette confusion qui est omniprésente. Oui, tout à fait. En tout cas, voilà, on te remercie beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. On aura sûrement l'occasion de discuter plus longuement sur d'autres émissions ou autres. Mais en tout cas, voilà, merci pour ton travail, parce que on a vu pour les éditions Kalidor ce que tu arrives à faire, et puis le texte de la Cité Diaphane. Donc écoute, nous en tout cas sur la chaîne on est fans, donc on espère te recroiser assez rapidement. Merci à toi. Merci beaucoup et merci encore de m'avoir reçu. Salut. Et salut, bienvenue sur Indécent Podcast. On est toujours le vendredi 24 mai, toujours aux Imaginales 2024. Toujours un vrai plaisir. Et cette fois-ci, on est avec une autrice. Donc alors, personnellement, moi j'adore. Je suis pas censé le dire parce qu'elle est à côté, elle va se dire ouais, il me passe de la pommade. Non. Je dis ça à tout le monde.
Non, c'est pas vrai. Alors en fait, ceux que j'aime pas, je les fais pas venir en fait. C'est ça le truc. Donc en tout cas, Florian, c'est un vrai plaisir de t'avoir enfin en interview, parce que ça fait un petit moment qu'on se croise, qu'on discute, qu'on papote, donc plein de choses. Donc voilà. Écoute, si tu peux juste te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, les vilains. Eh bien oui, déjà merci de m'avoir avec vous sur le podcast. Je m'appelle Florian Soulas, je suis autrice d'imaginaire, on va dire, largement. En ce moment, plutôt de SF, mais j'écris un peu de tout. Et voilà, mon dernier roman, c'est Tonnerre après les ruines. C'est un post-apo qui parle de relations familiales et d'eugénisme dans un monde où tout est détruit et où tout le monde meurt. Voilà. Un monde joyeux, un monde comme je les aime, quoi. Et c'est vrai que moi je t'avais découvert avec Rouille, qui était d'inspiration très steampunk, voilà, avec la lune, etc. Puis des enquêtes qui se passent sur Terre. Donc pareil, ça c'est les genres de romans dont je vous reparlerai beaucoup plus longuement. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir un petit peu ce qu'on vous propose sur Rouille. Donc ça, on t'avait découvert avec Rouille. Il y avait eu ensuite Les Noces de la Renarde. Donc les deux, c'était chez Scrinéo et chez Pocket. Et ensuite, donc, il y a eu Les Oubliés de Lama, qui est un gros pavé de science-fiction. Et donc maintenant, du post-apo. C'est une volonté que tu as de toucher un petit peu tous les genres en imaginaire ? Oui, en fait, pendant longtemps, j'y ai pas pensé. Je me suis juste dit que j'écrivais ce que j'avais envie d'écrire. Et là, maintenant, c'est vrai que... il y a eu une période où je me suis demandé là récemment, genre l'année dernière, est-ce que c'était pas un peu me tirer une balle dans le pied que de pas fidéliser un peu un lectorat en disant voilà, je fais quand même par exemple deux post-apo ou deux space op, et en fait je me dis que j'ai qu'une vie et que j'ai envie d'écrire que ce que j'ai envie d'écrire. Et il se trouve que j'ai plein d'idées de plein de trucs différents parce que il y a plein de choses chouettes. Et par contre j'ai toujours des spin-offs prévus dans les univers, donc je me laisse toujours la possibilité de revenir dans mes univers. Mais là, pour l'instant, c'est ma façon de voyager et de m'amuser, c'est d'aller faire plein de choses différentes et de m'amuser avec le genre. Et du coup, ouais, je sais pas si c'est une volonté, mais en tout cas, c'est comme ça que mes histoires me viennent. Et j'écris l'histoire qui a besoin d'être écrite au moment où il faut se mettre à écrire, quoi. Donc bon, voilà. Il se trouve que là, en ce moment, c'était la SF, mais là, j'ai écrit, on va en parler, mais j'ai écrit du fantastique avec de la mythologie nordique, tu vois. Genre, vraiment, je m'interdis rien. Je prends le projet qui doit être fait au bon moment et pour l'instant, j'ai jamais fait deux fois la même chose. Oui, parce que c'est vrai que du coup, j'ai failli l'oublier, donc merci d'avoir rappelé, mais on avait chroniqué l'an dernier l'anthologie parue chez Goater. Donc, alors, je me plante tout le temps sur le titre, c'est nous parlons depuis l'été. À chaque fois, je dis nous venons depuis l'été. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi, oui, on va pas trop en vouloir. Donc, qui est un recueil que tu as dirigé avec Estelle Faye. Et donc, coucou Estelle, du coup, on en profite, hein, quand même. Qui est un recueil donc exclusivement d'autrices sur le thème du fantastique. Donc ça c'est pareil, c'est un souhait que vous avez eu toutes les deux, vraiment de... Ouais, en fait, alors c'est marrant parce que moi ma première nouvelle publiée c'est une nouvelle d'horreur. Et c'était chez les Luciférines en 2014 je crois, ou 15, ou un truc comme ça, tu vois. Et ouais, c'était une nouvelle d'horreur. Et après je me suis un peu éloignée du genre alors que j'en lis beaucoup et que c'est vraiment ce que je préfère regarder en film ou en série. Mais c'est vrai que j'en ai pas écrit et là, en fait, quand j'ai écrit Les Oubliés de Lama, il y a une partie au milieu qui est un peu horrifique, qui frôle avec le body horror un peu. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Tonnerre, qui plonge un peu plus dans l'horreur, quoi. Et avec Estelle, on s'était fait la réflexion qu'en fait, nous, on connaissait plein de femmes qui écrivaient de l'horreur, mais aucune qui était vraiment distribuée, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes publiées dans des petites maisons d'édition sans diffuseur. Et qu'en fait c'était dommage parce que elles n'avaient pas la visibilité qu'on estimait qu'elles méritaient de recevoir, quoi. Et on s'est dit de toute façon déjà écrire de l'horreur c'est mal vu, et écrire quand on est une femme c'est encore plus mal vu, donc en fait on va le faire. Et donc on s'est dit voilà, nous on connaît plein de femmes qui font ça, et on va faire une anto avec que des nanas qui écrivent donc de l'horreur, du fantastique, du gothique, vraiment toutes ces littératures qui à la base sont des littératures écrites par les femmes, qui a été récupérée après par les hommes et dont on nous a un peu spolié, et parce qu'on est des femmes qui font de l'horreur, en fait on ne va pas publier dans des grandes maisons, quoi, parce que ça fait pas bon chic bon genre, quoi. Et on s'est dit personne n'achètera jamais cette anthologie, mais c'est pas grave parce que nous on s'est fait kiffer, on a passé un super moment avec toutes les autrices. Moi c'était ma première expérience d'édito et c'était hyper bien, j'ai adoré faire ça. Et voilà, et on a fait un bel objet parce que l'objet est très beau. Et on a trouvé un éditeur qui nous a fait confiance et qui nous a dit faites ce que vous voulez. En fait, il nous a mis aucune contrainte, il nous a dit juste faites ce que vous voulez, moi je vous publie ce que vous avez fait, quoi. Et en fait, l'entour a super bien marché. Et on a eu un prix à Sirène cette année. Et vraiment, il y a eu vraiment En fait, on s'est rendu compte que les gens ne lisaient pas d'horreur parce qu'ils sont venus nous le dire. Ils lisaient pas d'horreur parce que en fait, c'était pas proposé en librairie. Et c'est pas qu'ils veulent pas lire, c'est juste qu'en fait, ils ont tellement l'habitude que ça n'existe pas
qu'en fait ils cherchent pas, ils demandent pas parce que on leur a jamais appris que c'était possible quoi. Et du coup en fait il y a plein de gens qui disaient mais moi j'adore l'horreur mais je ne sais pas où en trouver, je ne sais pas où en lire. Et du coup le but c'était de leur dire regardez voilà 10 personnes qui font de l'horreur, qui sont publiées, allez les aider, allez leur donner de la force, allez lire leurs trucs quoi. Et moi je suis hyper fière de ce projet et d'autant plus que notamment Morgane Stankiewicz, donc qui était l'ancienne directrice de Noir d'Absinthe qui a dû fermer, une petite maison d'édition qui a fermé encore. Et bien, grâce à l'anthologie, donc elle a rencontré Jean-Marie Guater, donc notre éditeur, et il a publié son roman, son nouveau roman, dans la collection. Donc c'est le tome 1 de Relapse, nous on est le tome 0. Et donc son premier roman, entre guillemets, dans cette collection-là, est sorti là, cette année, mais il y a un mois. Et il marche super bien. Et c'est parce qu'elle a écrit dans l'Anto qu'elle a pu faire cette publication. Et moi, j'estime que mon travail est fait. Si ça permet de faire lire des gens hyper talentueux comme Morgane, qui sont là depuis super longtemps, qui font un travail de fou, qui ont tout fait pour promouvoir l'horreur et le fantastique dans la littérature et qui ont enfin un peu de visibilité qu'elles n'avaient pas avant. Quoi. Ouais, en plus, il y a des autrices qui sont déjà plus installées, donc Morgane Cossarieux, Miki Papoz. Mais effectivement, il y en avait pas mal en tout cas, moi que je connaissais pas plus que ça, tout simplement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les rayons fantastiques dans les librairies, même qui font de l'imaginaire, sortie de Stephen King, c'est compliqué d'exister. Il y en a un peu, tu vois, il y a Marina Enriquez, des trucs comme ça, mais c'est pas des Français. Et vraiment, ouais, il y en a, tu vois, mais c'est pas, enfin, en tout cas, en France, ça fait pas bon chic, bon genre, d'être français et d'écrire de l'horreur, quoi, ou des trucs comme ça. À côté de Stephen King, et voilà. Et nous, ce qu'on voulait aussi, c'était on s'est dit, pour donner de la visibilité aux plus petites autrices qui n'ont pas des carrières comme Mickey ou Morgane, il faut leur mettre des gros noms qui vont attirer aussi le lecteur vers des noms qu'ils connaissent, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un bon équilibre dans l'anthologie de femmes très connues, d'autrices très connues et d'autrices un peu moins connues. Et on a eu des surprises incroyables. Enfin, moi, une de mes nouvelles préférées, c'est celle de Lizzie Felton. Et en fait, j'ai découvert après coup, genre peut-être 3 mois après, quoi, c'était sa première nouvelle. Elle n'avait jamais écrit de nouvelle. Elle avait écrit que des romans. Et je veux dire, sa nouvelle, elle est super. Et je me dis, c'est trop bien. En fait, il y a plein de moyens d'expression et c'est trop cool de se dire, en fait, il y a des gens hyper talentueux. Et il suffit qu'on leur demande, en fait, pour qu'ils fassent. Il suffit qu'on leur donne l'opportunité d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire pour qu'ils produisent des textes vraiment super, quoi. Je crois qu'une des plus terribles, c'était celle où il n'y a justement pas de fantastique, qui parle avec des enfants. Ah, c'était... Voilà, vous voyez ma tête. Voilà, ça prend, quoi. C'était aussi un des trucs de l'Anto, c'est que on a eu très peu de critiques négatives sur l'anthologie. Mais celle qui revient toujours, c'est que c'est pas gore, c'est pas de l'horreur dans le sens, il n'y a pas des tripes à l'air partout, en gros, c'est pas des slashers, quoi. Mais en fait, justement, il y a aussi, quoi qu'on en dise, une codification du genre qui a été faite où on dit en fait l'horreur ça doit être des tripes à l'air, ça doit être du slasher, ça doit être du gore et tout. Alors qu'en fait non, c'est vachement beaucoup plus large justement. On voulait casser un peu le mur de toutes ces cases et dire voici tout ce qu'on peut faire qui est en fait du fantastique horrifique et de l'horreur. Et en plus des femmes. Et donc voici tout ce qui est possible et ouvrez vos horizons comme nous on a ouvert nos horizons, quoi. Et je trouve que c'est vachement bien d'avoir aussi des nouvelles comme celle de Morgane où en fait il n'y a pas de science-fiction dedans, il n'y a pas de fantastique, c'est la réalité vraiment pure et dure, quoi. Et en fait c'est la pire nouvelle de tout le recueil et c'est celle-là, quoi. Ouais, elle est vraiment horrible. Et du coup, parce que je sais qu'on en avait déjà discuté en off, donc là c'est l'occasion de poser la question en interview. Je sais que tu pratiques pas mal le jeu de rôle. Alors c'est lequel que tu pratiques le plus ces derniers temps ? Eh ben oui, là en ce moment je joue beaucoup à Donjons Dragons. J'avais une séance mardi soir et j'aurais dû avoir une deuxième séance mercredi, mais notre MG avait oublié qu'on devait faire une séance, donc on a décalé la séance. Moi j'étais déçue parce que j'étais hyper chaud, je me suis racheté des dés en plus là, donc j'étais vraiment motivée, préparée, j'avais plus qu'à rouler mes dés. Mais voilà, on joue à Donjons Dragons. Ouais. Principalement ? Ouais, moi j'ai beaucoup joué sur Shadowrun pendant un moment. Et après aussi pendant plusieurs années on a eu plusieurs campagnes sur un jeu de rôle adapté de Skyrim qu'on avait adapté nous-mêmes, qui était très chouette, on a beaucoup rigolé. Et là je suis revenu sur du Donjons et Dragons plus classique. High fantasy comme on dit. Ouais, parce que c'est le genre que j'écris pas du tout. Donc du coup c'est bien. Moi j'aime beaucoup jouer dans ce monde-là parce que c'est vraiment c'est pas comme du travail du coup, tu vois, c'est vraiment un truc complètement à part de ma créativité. Et en plus, ça me génère même pas des envies d'écrire des histoires, juste je me kiffe à vivre des aventures pour moi, sans qu'il y ait derrière un aspect mais je pourrais en faire quelque chose, ou tu vois, ça me rappelle pas du tout. Ouais, ça me rappelle pas du tout le travail, c'est vraiment juste du plaisir de jouer avec les copains et d'avoir des jolies idées et de faire des répliques rigolotes pendant la session. Comme dans le jeu de rôle. Ben voilà. Et alors justement, moi, ce qui m'intéressait aussi, parce qu'on en avait déjà parlé, c'est par rapport à ton métier, donc, parce que tu es quand même ingénieur en aéronautique, ton rapport justement à la science.
Elle a un petit peu discuté sur la façon dont les humains peuvent éventuellement coloniser le système solaire. Spoiler alerte, en fait on peut pas. Donc voilà, si tu peux nous parler un petit peu de ce rapport que tu as dans l'écriture de ce que tu fais en SF et dans ton métier. Et c'est une longue histoire, hein. J'espère que vous avez du temps. En fait, quand j'ai commencé à écrire Rouille, j'ai un personnage, Jules, qui est un espèce d'ingénieur un peu, tu vois, enfin c'est un espèce de mécano quoi, qui fait des petits mécanismes là. Et je me rappelle que je disais ah oui c'est mon côté ingénieur, mais en fait j'assumais pas du tout ça. Et après j'ai écrit Les Noces de la Renarde et après j'ai écrit quelques nouvelles de SF et je me suis dit ah mais là j'ai des choses à dire. Et après on m'a proposé d'écrire Les Oubliés de la main. Enfin on m'a dit est-ce que tu voudrais pas écrire du space op et j'ai dit ouais c'est vrai, ce serait cool, moi j'en ai beaucoup. Mais est-ce que vraiment j'ai ma place à écrire ce genre de choses? Après je me suis rappelé que j'avais une thèse en physique. Donc ça aurait été un peu dommage si moi j'ai pas ma place d'écrire de la science-fiction. Pas grand monde n'en a. Et en fait je me suis dit ok mais j'ai vu trop d'autrices se faire dézinguer en science-fiction parce que moi je voulais écrire de la hard SF. Parce que justement elles sont pas scientifiques et que ce qu'elles proposent n'est pas crédible, blablabla. Enfin je veux dire les vaisseaux spatiaux ça n'existe pas, hein. C'est pas crédible non plus. Hein. Et je me suis dit bon bah ok, mais alors dans ce cas-là il faut que j'écrive un truc que je maîtrise à 100%. Je veux pas qu'on puisse venir, en fait je ne veux pas qu'on puisse venir m'attaquer sur la véracité de ce que je raconte ou sur la faisabilité des vaisseaux spatiaux quoi. Donc je me suis dit bah c'est pas compliqué. En fait j'ai écrit une thèse sur les foudroiements. Je vais écrire un roman sur les foudroiements parce que de toute façon j'adore ça. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc j'ai fait ça. Donc en fait je me suis écarté à la complexité scientifique en me disant mais en fait c'est un domaine que je maîtrise donc ça va. Et après je voulais quand même parler de science. Donc j'ai mis une scientifique, tu vois, j'ai mis des choses que j'ai vécues aussi dans ce roman en étant une scientifique moi-même. Et je pense que c'est important d'avoir ce truc-là, de montrer en fait qu'on est capable de le faire. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une autre autrice là qui est venue me dire qu'elle s'était mise à écrire de la SF parce qu'elle avait lu mon roman. Et je dis mais en fait moi c'est pour ça que j'écris. C'est exactement ça parce qu'en fait moi si j'avais eu des femmes à lire qui écrivaient de la SF, là j'en aurais peut-être écrit vachement plus tôt. Pas beaucoup, tu vois, même en SF, en fait, il y a eu tout un trou là, après les années 70 où, en fait, il y a énormément de femmes qui ont écrit, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à nous, elles n'ont pas été traduites ou très peu. Et ouais, en fait, il fallait lire en VO, mais moi, à l'époque, j'étais trop jeune pour lire en VO. Donc, en fait, je pense que j'aurais gagné du temps. Et alors aujourd'hui, je fais de l'aéro, mais bon, techniquement, j'ai pas le droit de parler de ce que je fais dans mes romans. Mais il y a tellement de choses à faire, de toute façon, il y a tellement de thématiques à aborder. Et je pense que c'est une richesse d'avoir ce background-là parce que, en fait, au quotidien, je vois ce qu'est vraiment la science. Et du coup, je me dis, il y a plein de choses que je ne me vois pas faire. Donc, par exemple, quand on m'a dit faire un space-up, j'ai dit, ouais, mais en fait, coloniser le système solaire, c'est déjà un truc qu'on n'arrivera jamais à faire. Donc déjà, si on faisait ça, ce serait pas mal. Parce que c'est vrai que c'est hyper cool. Et j'ai un projet, par exemple, de premier contact, tu vois, et de voyage vraiment lointain, quoi. Mais là, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire un truc, si on veut que ce soit vraiment réaliste, on peut pas aller trop loin non plus, tu vois. Donc j'ai quand même, voilà, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc j'ai déjà limité un peu ce champ d'action-là pour me dire, bah voilà, ça au moins c'est pseudo-réaliste, quoi. Ça l'est pas du tout, mais oui, vraiment j'avais une vraie volonté, mais un peu comme j'avais dans Rouille pour le côté historique, de garder une certaine véracité, ou un truc de plausibilité, plus que de réalisme, tu vois, mais un truc de plausibilité. Et en fait, les voyages, voilà, ouais, ils pourraient, tu vois. Et en fait, pour l'instant, l'essaimage dans l'univers, c'est pas d'actualité, quoi. Après, c'est une thématique qui est hyper intéressante. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça permet pour le coup de mettre en exergue plein de problématiques qu'on a aujourd'hui sur le fonctionnement de la société, sur les contraintes et les limites du capitalisme, sur plein de choses. Et ouais, mais pour le premier, je me suis dit, écoute, faisons du plausible et on verra plus tard. Donc, du coup, je devine que tu as vraiment adoré écrire dans un domaine que tu maîtrises. Comme tu dis, tu t'es laissé des portes ouvertes pour y revenir au cas où, c'est ça? Ouais, en fait, je touche du bois. Faut jamais dire jamais. Mais je pense pas que je ferai des suites de mes romans. C'est pas une volonté parce que j'estime que mes personnages, j'ai vraiment extirpé tout ce qu'ils avaient à sortir, quoi. Mais je me laisse toujours la porte ouverte de revenir dans l'univers avec d'autres personnages, à d'autres époques et d'autres histoires. Ça, c'est un truc que je trouve hyper cool, de dire qu'en fait, nous, quand on écrit un roman, on imagine tout un univers, mais on n'en montre que 10%. Donc il reste beaucoup de choses autour auxquelles on a pensé et qu'on ne montre pas. Et de me dire que j'ai cette possibilité-là de revenir dans ces univers-là pour exploiter d'autres choses. Et ouais, en fait tous. Hein. Moi j'ai un spin-off pour tous. Un spin-off pour Rouille, un spin-off pour les Noces, un spin-off pour Loda, un spin-off pour tout le monde. Sauf Tonnerre. Il n'y a pas de spin-off prévu pour Tonnerre, mais... Mais ouais, et ça je trouve que c'est... En tout cas ça me motive plus que de me dire qu'il faut que je fasse une suite. Parce que ouais, vraiment j'estime que mes personnages, je les ai bien pressés comme des citrons là, et qu'ils ont le droit de se reposer.
Et que de toute façon, si j'avais eu plus à dire, je l'aurais fait dans le roman. Et là, j'ai dit ce que j'avais à dire avec eux et en plus, revenir avec des personnages que tu as déjà écrits, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu comme faire un pas en arrière au lieu de faire un pas en avant, tu vois. Oui, puis en plus, ces personnages-là, ils ont vécu à ce moment-là parce que c'était ce moment-là. Et toi, tu changes entre-temps. Et du coup, ce personnage, tu vois, Violente, je l'aime beaucoup, mais j'écrirais plus Violente aujourd'hui. Ou en tout cas, plus de cette façon-là. Et du coup, je me dis, si je reviens sur elle, c'est pas avancer dans mon travail aussi d'autrice et dans ma manière d'appréhender la littérature. Alors que garder cet univers qui est très riche et les bases qu'elle a jetées pour aller plus loin avec d'autres personnages, c'est ça plus intéressant. Et dernière petite question, plus en rapport avec le jeu de rôle. Justement, t'as des envies à des moments donnés de te dire, tiens, j'écrirais bien un scénar ou un truc de jeu de rôle? Pour faire jouer des gens, jamais de la vie. Je l'ai fait en fait. J'ai été MJ et ça a été une expérience de très grande frustration et de colère pour moi. Parce que les joueurs ne font pas ce que je veux. Parce qu'en fait, pour moi, écrire un scénario, c'est écrire une histoire. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal avec le fait qu'ils ne suivent pas l'histoire que j'avais prévue. Ce qu'ils ne font jamais. Ce qui est normal, moi non plus, je ne le fais jamais. Et en fait, j'avais pas cette adaptabilité de... En fait, si je le faisais, mais ça me frustrait. Parce que du coup, ça éclatait tout mon château de cartes de ce que j'avais prévu. Et en fait, au fin de compte, je me suis dit, mais c'est bizarre que j'aime pas faire ça et tout. Et en fait, j'ai compris que ça me faisait trop penser à mon travail d'écriture. Et en fait, je trouve que ce que moi j'aime dans le jeu de rôle, c'est justement pouvoir faire n'importe quoi sans que ça ait de conséquences derrière et que j'ai pas besoin de me dire ah ouais mais en fait c'est pas ça l'histoire qui était prévue, donc en fait comment je vais rattraper les petits pour qu'ils arrivent au bon endroit pour faire ce qu'il faut qu'ils fassent, tu vois. Moi je veux juste pouvoir kiffer et c'est vraiment genre comme une pause dans le... Tu vois, c'est de la création mais sans conséquences. Vraiment je peux faire ce que je veux. Si je veux faire des trucs bêtes, je fais des trucs bêtes. Et vraiment genre c'est pas à moi de gérer les conséquences, c'est OMJ. Donc tu peux brûler les auberges tranquillement. Je peux brûler des auberges, je peux dire à des nécromants hyper forts que ces zombies traînent partout et qu'il faut ranger ses jouets, tu vois. Et vraiment ouais, c'est une libération, je trouve. Moi j'ai trouvé ça hyper libérateur de me dire non mais en fait c'est pas moi qui est aux commandes. Là pour une fois, c'est pas à moi de vraiment gérer les conséquences de ce qui se passe. Genre moi je fais et après les gens ils se démerdent. Et ça je trouve que c'est hyper... ça me correspond plus dans... En fait sinon je travaille tout le temps. Enfin d'être tout le temps dans l'écriture, dans la réflexion, tu vois. Et je trouve que d'avoir cette petite soupe à plat, ça fait du bien et moi c'est ça que je recherche dans le jeu de rôle. Et la dernière question avant qu'on se quitte, je te laisse retourner aux séances de dédicace, c'est les futures parutions, ce qui va arriver de chez toi. Eh bien alors, je l'annonce là unofficiellement, mais bon en fait j'ai déjà un peu leaké l'info. J'ai un roman jeunesse qui sort chez Rajo en août, sur de la mythologie nordique, avec que de la nana. C'est-à-dire Exit, Loki, Thor et tout ça là, qu'on voit tout le temps, qui trustent la pop culture depuis des dizaines d'années là, et j'ai mis des déesses, des nornes, des valkyries, enfin vraiment que des meufs. Parce que j'en avais marre de voir des mecs. On les voit pas mal dans God of War d'ailleurs, dans le dernier. Ouais, c'est vachement bien. Ça change, hein. Franchement, il était temps, on est en 2024 les gars. C'est God of War. Ah mais ouais, non, mais... Comme quoi c'est possible de faire l'effort, tu vois. Et j'ai un roman graphique aussi d'inspiration japonaise qui sort normalement en octobre chez Robert Laffont, dans la collection Inari, qui va être incroyablement beau. Et qui parle de patriarcat et d'émancipation. Et voilà, ça va être trop bien et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ça sur mes réseaux sociaux parce que c'est juste d'une beauté, c'est magnifique. Mais pour l'instant je ne peux rien montrer, donc il faudra attendre un petit peu. D'accord, cet été quoi, priori. Ouais, je pense, ou en septembre, ça va arriver quand les planches seront toutes livrées et que l'impression sera faite, on pourra commencer à montrer des choses. Ouais. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous consacrer ces quelques minutes. Puis je pense qu'on te reverra sûrement sur la chaîne à un moment ou à un autre. Hein. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Let's go.